Buongiorno a tutti. Bienvenue dans cette interview animée par Red+. Je me demande ce que va donner le nouveau lieutenant. Le boss a dit que c'était quelqu'un de confiance. J'espère qu'il est sympa. Bon bah, bonne vidéo du coup. Buongiorno a tutti, ici Red et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle interview sur RP Doublage. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec le comédien qui interprète Doppio de JoJo's Bizarre Adventure. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très bien, je te remercie. Écoute, je suis très très heureux de te recevoir. Je vais te poser quelques questions sur toi, ta carrière en tant que comédien et du coup ton rôle de Doppio. Est-ce que ça te va ? Oui, tout à fait. Je suis prêt à répondre à toutes les questions du moment qu'elles restent toujours décentes. Et il y a aucun problème. Ce sera avec plaisir. Nickel. Démarrons avec la première question. Quel est ton parcours professionnel ? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme études et comment tu es entré dans le monde du doublage ? Dis-nous tout. Par où commencer ? C'est assez long. Déjà, mon parcours professionnel, j'ai commencé très tard le théâtre. Ouais. J'étais déjà à la fac quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à faire j'ai pris des cours d'impro d'abord. Des cours d'impro dans la ligue universitaire dans laquelle j'étais quand j'étais encore à Toulouse. Parce qu'en fait, j'avais eu une espèce de déclic. Je m'étais dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je voudrais être comédien. Mais mes parents voulaient quand même que je vois un peu si ça me plaisait vraiment, que je m'essaye un petit peu à ça. Bien sûr. Et puis, ils voulaient aussi que j'ai quand même un bagage professionnel de base. Donc, il fallait quand même que j'essaye d'aller au moins jusqu'à la licence, tout ça. Donc, parallèlement à mes études de bio, j'ai commencé à prendre d'abord des cours d'impro. Donc voilà, dans l'université où j'étais, la Ludi Toulouse. Je sais pas s'il y en a qui écouteront, mais bon, peut-être que ça leur dira quelque chose s'ils y sont maintenant. Une fois que j'ai eu ma licence, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, on va dire semi-professionnel. Donc j'ai fait 2 formations quand j'étais encore à Toulouse, 1 an chacune. Ouais. Et ensuite, j'ai pris la décision, un peu sous les conseils de vétérans du monde du doublage auquel j'avais pu parler, comme Éric Legrand. Donc pour ceux qui ne voient peut-être pas qui c'est, il y en a pas beaucoup, mais quand même, c'est la voix de Vegeta dans Dragon Ball ou de Seyar dans Les Chevaliers du Zodiaque. Et beaucoup d'autres évidemment. Et je l'avais rencontré dans un salon et je lui avais posé des questions. Puis ensuite, je lui avais posé des questions par mail parce que je commençais à avoir très envie depuis très longtemps de faire du doublage. Et voilà, il m'a expliqué que principalement c'était à Paris, donc il fallait que je monte à Paris. Et puis il m'a expliqué un peu tout le parcours que je vais vous dire dans quelques secondes. Et voilà, donc sous un peu ses conseils, j'ai pris la décision de tout quitter. Donc c'était en 2006 et de monter à Paris. Une fois à Paris, j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire d'arrondissement du 9e, toujours des cours de théâtre. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire un peu, on va dire, le parcours qu'on conseillait à l'époque à tous les comédiens qui voulaient faire du doublage et qui était un peu le parcours classique, qui était d'aller dans les studios d'enregistrement 3 ou 4 fois par semaine et d'aller assister. C'est-à-dire d'abord demander au directeur artistique. Donc le directeur artistique, c'est ceux qui dirigent les doublages. Et donc j'ai demandé à ces personnes le matin si je pouvais assister. Donc c'est-à-dire rester dans un coin pendant que les comédiens professionnels enregistrent, pendant qu'ils doublent, et regarder, donc apprendre la technique de la synchro sur le tas, quelque part, en les regardant travailler. Et puis éventuellement, au bout des 4 heures à regarder les autres travailler, je pouvais, quand c'était la demi-journée était finie, je pouvais éventuellement demander au directeur artistique s'il était d'accord pour soit que je passe un petit essai s'il avait le temps, c'est-à-dire sur un petit rôle qu'il avait fait la matinée et qu'il pouvait m'écouter un peu pour entendre comment je joue, tout ça, et pour savoir sur quel rôle il pouvait me mettre, ou alors éventuellement je donnais un CV en espérant qu'il me rappelle pour ce qu'on appelle des ambiances. J'explique un peu tout au fur et à mesure que je parle, comme ça c'est à peu près clair pour tous ceux qui ne connaissent pas éventuellement tous les trucs du milieu. Donc les ambiances, c'est vraiment le tout début quand tu fais du doublage, c'est ce qui va être les bruits de fond dans les dessins animés ou les séries, c'est ce qui va être les petits rôles genre un serveur, un hôte d'accueil ou des choses comme ça qui vont dire bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire, des petites phrases à droite à gauche, voilà, c'est vraiment ça les ambiances, c'est par là où on commence en général. Et voilà, et c'est là où on apprend à vraiment apprendre sur le tas la technique de la synchronisation, de la post-synchro, je veux dire. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait ce parcours, cette démarche d'aller régulièrement assister pour rencontrer plein de directeurs artistiques dans plein de boîtes différentes. J'ai fait ça pendant longtemps, pendant de longues années. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler un petit peu. Donc comme je le disais, d'abord sur des ambiances, puis si ça plaisait au directeur artistique, il me rappelait pour des rôles un peu plus importants, qui parlaient 5 minutes, 10 minutes dans un épisode. Puis après, éventuellement, on m'a proposé sur des rôles principaux, en tout cas de passer les essais sur des rôles principaux, comme Natsu dans Fairy Tail par exemple. Et puis c'était le client qui décidait,
et si j'étais pris, c'est parti, on commençait. Et voilà, j'ai fait ça pendant plein de longues années. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer un réseau de directeurs artistiques pour travailler régulièrement. Et voilà comment globalement j'ai fait mon entrée dans le doublage pour maintenant aujourd'hui ne plus avoir à aller démarcher et pour travailler et vivre complètement du doublage. Merci beaucoup pour cette réponse. Tu viens de nous parler de Natsu d'ailleurs, qui est le personnage principal de Fairy Tail, pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Et pourrais-tu nous dire si ça a été un rôle marquant pour toi? Et pourrais-tu nous donner d'autres exemples des rôles au théâtre ou dans le doublage que tu retiens tout particulièrement? Oui. Alors Natsu évidemment m'a marqué parce que ça a été mon premier gros rôle, même si c'était pas dans des séries, c'était quand même dans un animé. C'est la première fois qu'on m'a fait confiance sur quelque chose d'assez important et un rôle principal. Donc un rôle qui a été très important que j'ai quand même suivi pendant 9 ans. Ouais, je crois à peu près 10 ans. Si je me trompe pas, c'est ça, voilà. Et aussi c'est un rôle qui était très proche de moi, c'est-à-dire que ça fait partie de ces rôles. On nous met sur différents types de rôles, mais il y en a qui sont plus proches de nous ou pas. Il y en a certains où on va devoir plus galérer, on va dire, pour atteindre ce qu'il faut. C'est parce que c'est pas... Voilà, plus s'adapter parce que va falloir plus composer au niveau du rôle parce que c'est pas forcément notre tempérament ou pas. Donc Natsu, il est comme moi, il est énergique, voilà, il est au taquet, il est plein de ruptures. Moi, c'est ce que j'adore aussi dans la comédie, dans le théâtre. C'est tout ce que j'aimais. En plus, c'était un héros de shonen. Et moi, j'étais fan depuis que j'étais petit. Je suis un peu la génération Club Do. Et ouais. Donc les Chevaliers du Zodiaque, les Dragon Ball, tout ça, j'en ai bouffé et en gros, être à la barre et crier des pouvoirs magiques, c'est l'expression pour dire quand on enregistre, parce qu'on a souvent une barre devant nous. Oui, Vincent Bonasso, du coup qui fait Dio, nous avait raconté qu'effectivement vous aviez une barre devant vous pour avoir la bonne distance par rapport au micro. Exactement, c'est là. Alors logiquement, c'est pour être à la bonne distance du micro, mais la plupart du temps, au final, c'est les gens finissent par se poser dessus entre les prises. Ah ouais. Mais du coup, c'est pour ça souvent on dit à la barre. Qui a disparu pendant le Covid parce que sinon c'était trop susceptible de transmettre les germes. Ah oui. Voilà, c'est des petites anecdotes qui sont à la con, mais voilà. Donc moi, c'était un peu un rêve de gamin de crier des pouvoirs comme ça. C'est sûr. Et puis d'en vivre finalement, de vivre toutes ces émotions, tout ça. Donc Natsu, c'était dès le départ pratiquement un rêve réalisé. Donc c'est pour ça qu'en plus il est très proche de mon tempérament. Donc c'était vraiment un kiff de le doubler. C'est un peu, et puis comme même si c'était environ tous les 6 mois, chaque fois que je le retrouvais, c'était comme si je retrouvais un super pote et voilà, et je retrouvais tout de suite comment le jouer et puis c'était parti et voilà. Cool. Donc Natsu très important. Un autre rôle que j'ai beaucoup aimé qui n'a rien à voir, alors là c'est dans les Agents du Shield. La série qui a été dérivée des Marvel, dans laquelle je doublais le scientifique qui s'appelle Leo Fitz, qui est donc là on n'est plus dans l'animé, on est complètement dans de la série, donc avec un acteur, ce qu'on appelle un acteur live, c'est-à-dire un acteur qui a vraiment joué juste avant nous, et nous il va falloir lui rajouter notre voix par-dessus. Et en fait j'ai adoré doubler ce rôle parce que déjà le comédien original est exceptionnel et vraiment on s'en rend compte au fur et à mesure des saisons. Même on sent que les scénaristes et tout ça s'en sont rendus compte parce qu'au fur et à mesure des saisons ils lui ont fait jouer plein de trucs différents et donc nous en tant que comédien de doublage, passer derrière c'est un kiff parce que on joue plein de choses différentes, justement c'est un vrai challenge. Donc voilà, j'ai pu jouer grâce à lui un schizo, on va dire un scientifique un peu nazi, un méchant, un gars qui a des problèmes d'élocution pour parler, enfin voilà. Donc vraiment j'ai eu droit à de nombreuses facettes de jeu grâce à lui, et en plus c'est toujours très agréable quand le comédien original est un bon acteur parce que déjà on comprend mieux ce qu'il veut faire. Donc pour nous derrière pour passer c'est plus facile, et en plus ça nous fait un challenge, c'est-à-dire qu'on doit se dire il faut qu'on fasse aussi bien que lui, même si ce sera jamais aussi bien. Et donc voilà, c'était vraiment très enrichissant comme expérience. Et dans les autres, si je devais dire qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé, Doppio justement, ça fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimé ces dernières années, parce que déjà j'adore jouer les méchants un peu. Alors Doppio il est pas, il est méchant, il est juste taré. Mais voilà, dès que ça sort un peu aussi, j'adore les héros de shonen, mais dès que ça sort aussi du héros, c'est toujours super agréable. Ouais. Donc faire les méchants, c'est génial. Les sadiques, c'est trop bien. Et les tarés comme Doppio, c'est un kiff exceptionnel aussi, quoi. C'est voilà, dans la vie de tous les jours en tant qu'acteur, jamais t'auras la chance de faire un gars qui imite un téléphone et qui décroche avec une grenouille. Ou encore avec une cigarette. Ouais, une cigarette. Enfin voilà, et puis qui part dans des énervements incroyables, quoi. Enfin, je me suis bien éclaté sur Doppio. L'enregistrement a pas été très long, mais c'est un très bon souvenir. Merci pour cette réponse et merci surtout d'avoir eu la force de parler de Natsu. Tout le monde doit en parler H24, mais t'inquiète, on va passer dès à présent sur des questions plus cadrées sur Doppio.
Et justement, comment as-tu été casté sur le rôle? Était-ce une évidence pour Alan Aubert, qui est le DA de cette VF justement, ou as-tu été appelé avec d'autres comédiens pour passer des essais? Dis-nous tout. Je sais pas si c'était une évidence, faudrait lui demander à lui. Je sais pas dans ce cas-là quelle a été l'évidence quand il me voit moi et quand il voit le rôle. Mais en tout cas, alors la petite histoire, c'est qu'au départ, il m'a fait passer des essais, donc pareil sur un des rôles principaux de cette saison-là. Celui qui a une coupe au carré et qui est habillé en blanc tout moulé. Bruno Bucciarati. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Il m'a fait passer des essais dessus, donc j'ai pas été pris. Mais quand il m'a fait passer les essais, il m'a dit, au pire, si t'es pas pris, j'ai un rôle de méchant un peu taré qui va bientôt arriver et je pense que ce serait nickel pour toi, donc je te rappellerai. Donc voilà, donc j'ai passé les essais pour Bucciarati, je l'ai pas eu. Et ensuite, là pour le coup, il m'a rappelé directement pour Doppio. Voilà, il m'a dit est-ce que t'es dispo pour venir enregistrer ce gars. Et avant, il m'a envoyé un petit extrait en me disant voilà, si tu veux te faire avoir un peu une idée de qui il est, fais-toi plaisir, va voir cet extrait. Donc j'ai vu l'extrait en japonais et j'ai tout de suite adoré. Je pensais même que c'était moi qui allais devoir faire la voix de Diabolo. Ah ouais. Et ça m'aurait fait aussi triper de faire les deux voix complètement, même si j'ai pas le grain et la voix grave qu'a Laurent Blancpain, donc ça aurait été beaucoup moins classe. Mais voilà, donc le côté complètement schizophrène m'a beaucoup plu. Et voilà, donc mais sur des séries aussi grandes avec autant de personnages que JoJo's, en général effectivement ils font passer des essais sur les 4-5 premiers personnages un peu principaux, et en général après ils font confiance complètement au directeur artistique et c'est lui qui va attribuer lui-même les rôles quoi. C'est très rare de faire passer des essais pour des rôles aussi peu. Alors Doppio a pas mal marqué parce que je pense que c'est le personnage qui est cool, mais quand on y réfléchit, il est présent au total je pense 5-6 épisodes, pas plus, avec vraiment 2-3 grosses scènes. Donc tu vois, c'était pas suffisant pour demander à perdre du temps, à passer des essais, des trucs. Les clients, ils ont pas envie de s'embêter, et les directeurs artistiques encore moins. Ils aiment bien, les DA, ça aime bien quand on leur DA directeur artistique, hein, je fais des raccourcis parfois. Ils aiment bien quand les clients leur font confiance en leur disant voilà, t'as le programme. On te fait confiance, tu mets qui tu veux dessus, et puis et voilà. Et c'est en général la plupart des directeurs artistiques ont des bonnes intuitions, des bonnes oreilles, et ça marche très bien. Il n'y a pas forcément besoin de passer des essais, quoi. Merci pour cette réponse. C'est très étonnant de savoir que tu aurais pu être sur Bucciarati. Et pour continuer sur Doppio, comment s'est passé le doublage? Tu as dû le faire peut-être en période Covid, donc c'est peut-être un peu stupide comme question. Mais as-tu doublé seul ou avec d'autres comédiens? Et surtout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, sur ton personnage, sur ce que tu retiens de lui? Ça marche. As-tu des petites anecdotes à nous raconter? Alors effectivement, c'était à peu près à ce moment-là. Je me demande si c'était pas juste avant. Je suis en train de réfléchir. Je crois qu'on a enregistré décembre 2019 ou quelque chose comme ça. Donc je suis pas sûr qu'on était déjà le premier confinement c'était en mars 2020, donc à mon avis c'est arrivé mars COVID. 2020, mais j'ai un doute sur le fait que c'était je sais que c'était c'était octobre-novembre, mais je sais plus si c'est 2019-2020. Je crois vraiment que c'est 2019 et du coup on n'avait pas encore les trucs de Covid. Mais malheureusement, de plus en plus pour les animés, Covid ou pas, on enregistre très souvent seul pour des questions de budget et de disponibilité des acteurs. Donc, j'ai été tout seul pour Doppio. Alors, comment ça s'est passé? C'était très drôle. Déjà, Alan est un directeur artistique que j'aime beaucoup, qui est super sympa et très précis dans ce qu'il veut et tout, donc c'est très agréable de travailler avec lui. Mais en plus, on est un peu dans le même trip, dans les mêmes idées, on rigole un peu pour les mêmes choses. Donc le personnage nous plaisait à tous les deux, à lui comme à moi. On avait tous les deux cette envie de faire quelque chose de vraiment chouette. Donc ça s'est vraiment nourri l'un et l'autre, c'est-à-dire que bon, moi je comme d'habitude, je me fie beaucoup à l'image et un peu à ce qu'a fait mon prédécesseur japonais, mais pas trop non plus, parce que il faut pas oublier que c'est du japonais et que nous on joue de la version française, donc on peut pas faire complètement comme lui. Mais en tout cas, il n'y a pas les mêmes intonations du coup. Exactement. Mais bon, ça m'a quand même indiqué sur quel moment il partait en vrille, quel moment il était plus sérieux et tout. Mais c'est vrai que donc moi j'ai fait un peu ce que je fais d'habitude. Et puis j'ai eu la liberté de la part d'Alan quand même de me laisser proposer des petites choses. Et puis lui aussi des moments il disait ah tiens tu vois là ce serait rigolo que tu fasses ça. Je sais plus quoi, mais par exemple, quand il se rend compte que c'est une grenouille, j'ai fait un truc différent du japonais parce que c'est Alan qui m'a dit ah tu vois ça pourrait être rigolo qu'il se rende compte que c'est une grenouille et donc il réagit par rapport à ça. C'est comme ça que souvent tu rajoutes des petites blagues, des petites choses tout en respectant l'original bien sûr, mais qui vont rajouter un petit plus qui pourra peut-être être bien apprécié par ceux qui regardent et par les fans.
Donc voilà, donc lui et moi, on s'est construit un personnage qui nous plaisait à tous les deux. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas forcément modifié ma voix, j'ai gardé ma voix normale, mais comme il est toujours dans le stress, dans la peur, dans les excès, comme tu me diras, les excès comme pratiquement tous les personnages de JoJo's en même temps. Ouais. Donc de toute façon, ma voix partait en vrille très souvent. Et le truc où on s'est beaucoup amusé, c'est à essayer de faire exactement les de la même manière que lui. C'est-à-dire que il y a parfois des programmes où quand il y a des sons comme ça qui sont faits, pour pas que ce soit trop compliqué pour certains comédiens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou pour des raisons de son ou pas, on va dire bah là on va reprendre la VO, on va pas se faire chier, on reprend la VO. Ça arrive. Là ni lui ni moi on en avait envie. Ouais, je me doute. Alors, il n'était pas certain que j'arrive à faire la même chose. Il se trouve que j'ai des très bons aigus, donc je me suis beaucoup inspiré du japonais et je suis très heureux du résultat. Et voilà, donc les Toulululu, on s'est beaucoup amusé. On s'est aussi amusé à essayer de vraiment faire gaffe au moment où ça commençait à partir en vrille, parce que dans les Toulululu, tu rends compte que des fois, à la fin, c'est un Toululu normal et puis après c'est Toulululu. Enfin, tu sais que il part dans son trip. Voilà, donc on a essayé de suivre tout ça bien précisément. Et puis après toutes ces scènes, de toute façon, c'était génial à faire quoi. C'est voilà, jouer un mec qui parle à une grenouille, qui fait son propre téléphone, c'est super drôle. Et en plus, quand on est bien dirigé comme avec Alan, c'est un bonheur quoi. Ouais, c'est sûr que quand on est sur la même longueur d'onde, ça doit être beaucoup plus drôle finalement. Bah ouais, il y a exactement, c'est-à-dire que même si j'avais pas un comédien en face pour me rendre, pour un vrai échange, il y avait un échange là avec Alan et c'était très 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 chouette. Et en combien de temps t'as fait ça à peu près ? On a tout fait en un après-midi, donc c'est pour te dire que c'était pas très long. Et pour le coup là, je me suis bien pété la voix aussi, comme quand je fais du Natsu finalement, parce qu'il a vraiment crié tout le temps. Mais c'est vraiment, on me parlait de souvenirs, je crois que c'est un de mes souvenirs préférés d'enregistrement, parce que j'ai vraiment adoré faire ce rôle de psychopathe. Ouais, avec sa double personnalité, il est complètement fou et perché. Ah, complètement. Quand t'entends ce qu'il dit à chaque fois, c'est vraiment plus barré que tout le reste de la série. Là, on est allé complètement dans les extrêmes, ouais. Ça c'est sûr. Bon, mais merci beaucoup pour cette réponse. On va passer sur les dernières questions qui sont plus générales. Tu nous as dit que tu regardais des animés. Peux-tu nous donner des exemples ? Alors j'en ai beaucoup regardé et lu dans mes années lycée fac, tout ça, donc moi je suis un peu j'ai dévoré les Bleach, les Naruto, alors pas One Piece, curieusement je m'étais pas mis à l'époque, je m'y mets là en ce moment. Vu ce qui se passe en ce moment sur One Piece, c'est une très bonne idée de rattraper. Ouais, à force d'en parler. Donc voilà, donc moi j'ai toujours été très lecteur et consommateur même d'animes. D'ailleurs c'est, je pense, une des choses qui m'a permis d'avoir aussi le rôle de Natsu quand j'ai passé les essais, c'est que j'étais très imprégné de mes prédécesseurs pour tout ce qui est cri de pouvoir ou des choses comme ça, les réacs aussi, les réacs très japonaises, tu sais, le côté croissant des ce genre de choses, c'était en moi, c'était imprégné, donc j'ai pas eu de mal à le retranscrire, et voilà, et donc je pense que ça m'a servi pour tous les animes que j'ai fait ensuite quoi. Donc ouais, je suis très manga et très anime, un peu moins en ce moment parce que j'ai moins le temps, et puis que maintenant il y a tellement de trucs, que des séries, les films et les animes, il y a tellement de trucs à voir et à lire qu'au bout d'un moment tu sais plus quoi trop quoi faire justement. Et mais voilà, j'essaie de suivre un petit peu, et je reste sinon dans les classiques aussi, à continuer à les relire, à me les refaire quelquefois quand j'ai du temps. Oui, c'est une très bonne idée. Par contre, pour mon cas, voilà, j'ai fini la collection en manga de One Piece il y a pas longtemps, donc du coup j'ai plutôt me relire. Pour revenir sur Jojo, ton expérience du coup avec Doppio, est-ce qu'elle t'a donné envie de regarder la série en animé ou même peut-être lire en manga ? Alors, j'avais déjà regardé à l'époque, c'était dans les années 2000, il y avait eu une première adaptation de la partie, c'est Stardust, je crois. Stardust Crusader, ouais, la partie 3. Voilà, c'est ça. Et j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. Donc là, quand ils les ont ressortis, j'ai recommencé un peu à les regarder quand c'était sur ADN, tout ça, j'ai commencé à les remater. Donc je me suis regardé les 2 premières saisons ou les 2 premiers arcs, c'est-à-dire avant donc Stardust, j'ai regardé tout avant Stardust et une partie de Stardust. Après j'avais plus trop le temps, donc je me suis arrêté. Et oui, clairement j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est complètement fou. Et ce que je trouve, quand tu parles de est-ce que c'est culte ou pas, ce que je trouve très marrant, c'est que pendant des années ça a existé, et il y avait des gens pour lesquels c'était le truc culte, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parlait d'adaptation animée, tout ça, les gens disaient c'est trop fou, ça va être incroyable, ils vont enfin l'adapter et tout. Et on sentait qu'il y avait les fans purs de l'époque, du début, qui étaient là, et qu'après, au fur et à mesure, on rejoint tous les autres qui
à force d'entendre les autres dire mais JoJo c'est un classique, faut absolument le regarder, machin, tout ça, mettez-vous-y. Tout le monde a fini par s'y mettre, et donc avec l'arrivée en plus des animés, puis ensuite des VF, ça a vraiment pris l'ampleur que finalement ça mérite, parce que effectivement c'est complètement barjo, et il y a des bons combats. Vraiment, moi alors ma partie préférée, moi c'est celle avec dans Stardust, c'est celui qui fait le père, c'est Jonathan, c'est ça? C'est le grand-père plutôt, c'est Joseph Joestar, ouais. C'est Joseph, voilà. Celui où il dit je sais déjà ce que tu vas faire, ou des trucs comme ça, enfin ce genre de... Ouais, exactement. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, je crois que c'est ma préférée. Et Stardust, j'avais bien aimé à l'époque. Et donc là, il faudrait que je m'y remette au fur et à mesure. Et pour les dernières Golden Wind, tout ça, je les ai malheureusement pas vues. J'ai juste donc vu les parties avec JoJo's, mais le peu que j'ai vu avait l'air quand même bien chouette. Et donc je pense qu'un jour je m'y remettrai, mais comme tous les trucs que je dis qu'il faut que je m'y remette et que j'ai pas forcément le temps de le faire. Eh ben écoute, j'espère que tu pourras te relancer dans cette aventure extraordinaire. Peut-être que tu liras la suite en manga, vu que c'est pas encore sorti en animé, qui sait. Sûrement, j'essaierai en tout cas. Après, je sais que pour beaucoup, souvent, j'aime bien les animés plus que les mangas. Juste parce que je suis très attaché à la musique, la mise en scène, tout ça, c'est des trucs qui me font bien kiffer. Donc c'est pour ça que mais il faut que je me remette dans l'anime, il faut que je le fasse, c'est juste que je prends pas le temps de le faire. Eh ben écoute, prends le temps qu'il faut pour regarder tout ça. On va passer à une nouvelle question. Que pourrais-tu dire aux personnes qui nous écoutent peut-être pour aller jeter un coup d'oreille à la VF de JoJo's Bizarre Adventure, ou même au VF d'animé en général? Qu'est-ce que je pourrais dire pour les... déjà que c'est important, avant de se faire un avis, de toute façon regarder. Ça, c'est toujours quelque chose que je dis pour les gens, parce qu'il y a souvent des puristes, dès qu'on parle de VF, ils vont dire non mais c'est de la merde, alors qu'ils n'ont même pas écouté ce que ça donne. Donc déjà, de toute façon, je considère que avant de te faire un avis, c'est bien d'aller écouter, même par curiosité, pour voir un peu ce qu'on a donné. Et en plus, pour le coup, pour JoJo's, je connais donc celui qui l'a dirigé, donc Alan. Je sais l'amour qu'il a pour le travail et son envie de bien faire, et je sais qu'il aura rien laissé passer. Et donc, malheureusement, j'ai pas encore pu écouter toute la VF. J'ai entendu que des parties, mais je sais que, à mon avis, s'il y a une VF qui doit valoir le coup, c'est effectivement celle-là. Ouais. En plus, on avait, il me semble, en studio quand même une bonne liberté au niveau du texte, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des VF qui partent un peu en couille, où des fois il y a des insultes, des gros mots, des trucs. À mon avis, il doit y en avoir pas mal, et je pense que rien que pour ça déjà c'est un kiff. Moi je sais que par exemple à l'époque, genre GTO, où il s'était vraiment fait plaisir au niveau de la VF, voilà, que ce soit pour les comédiens ou nous à d'entendre des insultes, des machins, des gars qui se lâchent, c'est vraiment un plaisir de ouf. Donc déjà pour JoJo's, je pense que rien que pour ça, à mon avis, c'est une très bonne VF. Et ensuite, des animés en général, parce que, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir VF? Parce que c'est important de voir un peu ce que donne, de se dire qu'il n'y a pas que les Japonais qui savent jouer la comédie, que les Français aussi. En plus, on est quand même fait partie des pays les plus calés en doublage, on va dire, dans les numéros 1 dans le doublage, c'est-à-dire qu'on est les inventeurs de cette fameuse bande rythmo qui est le texte qui défile en dessous, et là, logiquement, si tu le lis en place, t'es pile dans le mouvement des lèvres. Donc on a tout un passif de comédiens de doublage derrière nous qui ont préparé le terrain et qui nous ont bien entraînés, bien inspirés. Donc voilà, de toute façon, je pense que les VF sont vraiment en général, en majorité, faites avec le cœur et de bonne qualité. Il y a toujours des exceptions, évidemment, voilà, mais bon, ça arrive. Mais je pense que ça vaut le coup juste pour entendre un peu ce que peuvent donner les comédiens français, ce qu'ils ont dans le ventre. C'est chouette aussi, voilà, à écouter, quoi. Je pense exactement la même chose, c'est important, le doublage français, ça fait plus ou moins partie de notre patrimoine, et franchement, on devrait le conserver. Surtout que beaucoup de gens n'aiment pas les versions originales ou les sous-titres, parce que c'est vrai que lire les sous-titres, c'est franchement parfois désagréable, et avoir un doublage permet de se concentrer plus sur l'image et capter toutes les émotions juste au lieu de juste lire. Et pour parler des réseaux sociaux, je sais pas si t'avais vu la bande-annonce du film Mario. Ouais, j'ai vu, ouais. Eh bien, un youtubeur cinéma, bon, je vais pas le citer, mais il disait que cette VF était superbe, mais qu'il trouvait que le doublage français ne devrait pas exister et que c'est carrément un cancer pour le cinéma. Ouais, d'accord.
Mais c'est un cancer, d'accord. ouais, franchement, c'est plutôt aberrant ce qu'il disait, surtout qu'à côté, voilà, il visait à respecter les comédiens, très ouais, non, mais c'est exactement ce que t'as dit. C'est la VF est très importante. Donc, comme tu le dis, déjà, la plupart des gens, c'est beaucoup, ils aiment pas avoir à lire, ils aiment bien juste à se laisser porter. Donc, pour ça, déjà, c'est important. Mais on ne pense pas aussi à tous ceux qui ne peuvent pas, tout simplement, voir. Enfin, c'est bête, mais les malvoyants, les non-voyants, ou encore, il y a plein de gens ou des gens qui n'ont pas forcément eu ce que nous, parce que nous on a eu très vite finalement la VO, donc on est habitué à la langue anglaise des choses, mais la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils comprennent rien et donc ils ont besoin de VF. Il y a encore énormément de gens qui ont besoin de VF, donc alors de là à dire que c'est un cancer, après j'ai envie de te dire chacun se fait un peu son avis, s'il a envie de penser ça, ok, voilà, tant pis. C'est un peu fort, je trouve, effectivement, comme mot. Je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément la VF ou qu'on préfère la VO. Par exemple, moi je suis un mauvais quelque part camarade, c'est-à-dire que très souvent je regarde en VO, surtout tout ce qui est séries et films, parce que j'aime bien avoir l'interprétation originale du comédien ouais, je comprends. Original, quoi, qui a donné ce que je dis souvent, par exemple, c'est que je m'étends un peu, mais bon, je pense que c'est important aussi. Entre les animés et un série ou une film, les animés c'est un dessin. Donc, quelque part, les animés, les Japonais ont mis leur voix sur un dessin. Donc, que nous, on mette notre voix par-dessus ensuite, d'une façon différente ou à peu près équivalente, c'est pas aussi dérangeant que un comédien qui a déjà joué avant nous, et nous, on rajoute sa voix par-dessus, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que dans un cas, c'est un comédien réel qui était en conditions réelles, c'est-à-dire, par exemple, il était dans l'eau, des trucs comme ça, il l'a répété pendant des jours et des jours, cette scène-là. Nous, quand on arrive en studio, on nous montre une scène et on y va directement. Donc, il faut savoir que on sera toujours jamais dans les mêmes conditions que le comédien original, donc on ne peut pas faire complètement comme l'original, on peut pas être aussi bien. On peut essayer de le mettre le plus possible en avant, mais on pourra pas faire aussi bien. Et c'est pour ça que moi, c'est vrai que j'aime bien entendre la prestation originale en ce qui concerne les comédiens live sur des séries et des films. Pour les animés ou tout ce qui est dessin animé, pour le coup, ça me gêne beaucoup moins parce que effectivement, c'est un dessin. Donc que l'on mette une certaine langue ou une autre dessus, du moment qu'on respecte le dessin, il n'y a pas de raison qu'une version soit meilleure que l'autre, si tu veux. Ouais, bien sûr. Alors après, effectivement, certains diront que les Japonais vont plus à fond dedans, ils sont plus dans les émotions, mais je trouve que de plus en plus maintenant, chez les comédiens français, on arrive avec une génération de comédiens qui s'est imprégné de tous ces trucs, de tous ces animés avant, et justement qui a cette capacité à aller aussi à fond dans les émotions. Donc voilà, ce que je disais, c'est que je pense c'est important de donner son importance à la VO, mais qu'il faut pas cracher non plus sur la VF. Et donc pour mon cas personnel, je regarde beaucoup en VO, mais s'il y a des VF, je saurais être objectif en disant si une VF est bien ou pas. Si elle, alors par contre, je serais peut-être plus exigeant encore que d'autres personnes justement. C'est-à-dire que moi, s'il y a un comédien qui est pas dedans, ou que je sens qu'il est pas dans la même humeur, ou qu'il y a un truc qui va pas à l'écran, je le sentirais vraiment très fort. Enfin, je saurais que là, pour le coup, il aurait peut-être pu faire mieux. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il faut laisser sa chance aux deux. Et puis qu'après, il faut voir ce qu'on préfère. Très souvent, en plus, les gens te disent, moi, j'ai commencé à regarder en VF, du coup, je préfère la VF. Et les autres, j'ai recommencé à regarder en VO, je préfère la VO. C'est souvent ça aussi qui joue, c'est-à-dire que quand tu as découvert un programme dans une langue, et ben quand tu vas changer de langue, obligatoirement, tu vas être surpris et ça va être difficile de t'y accrocher. Donc ça aussi, ça joue énormément, quoi. Effectivement, ça joue, mais pour mon cas personnel, voilà, j'ai découvert Jojo en VO et j'adore cette version. Mais je sais pas, quand j'ai eu un sentiment de curiosité quand j'ai découvert les premiers extraits et bandes annonces. Donc je pense que c'est juste un blocage psychologique et une réaction puriste qui donne des débats très stériles en fait. Qui sont complètement stériles, oui, parce que t'as ceux qui sont à fond dans l'un et à fond dans l'autre et ils s'écoutent ni l'un ni les autres. Enfin, c'est exactement ça, ouais. Et ouais, surtout que tout le monde critique sans avoir vu l'autre version justement. Exactement, oui, tout à fait. Et justement, le truc important, ce qu'on disait avec Yannick Pivet. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est la personne qui a fait la VF de Kakyoin dans Jojo et son interview est déjà disponible sur ma chaîne. Et c'est qu'il faut toujours avoir cette pointe de curiosité dans la vie et se laisser porter sans préjugés. Et en fait, on doit essayer de comprendre un peu le message qu'a voulu faire passer l'équipe française, justement. C'est ça. Et puis, on peut être très agréablement surpris. C'est-à-dire que parfois, si tu vas justement, comme tu dis, t'as cette curiosité et que tu y vas ouvert d'esprit, moi, des fois, quand je vais découvrir certaines VF, je me dis, oulala, vu que je connais la VO, qu'est-ce que ça va être? Et des fois, je suis très, très agréablement surpris en me disant, waouh, putain, ils ont bien joué le truc, ils sont vraiment dedans, ça passe vraiment bien, quoi. Donc voilà, il faut être curieux, effectivement.
En tout cas, merci pour ta réponse que j'ai pu un peu compléter. Désolé pour ce temps pris en plus. Je t'en prie. Vu ce que j'ai dit, on aurait dit que c'était plutôt moi le comédien interviewé. C'était plutôt drôle en y pensant. On va passer à la dernière question, malheureusement, de cette interview. Une question bonus. Quels ont été tes derniers projets dans le doublage, ou même ailleurs, au théâtre ou quoi, et qui sont sortis récemment? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors tout ce qui n'est pas encore sorti, évidemment, je peux pas du tout en parler. Oui, c'est évident. Malheureusement, toujours les clauses de confidentialité. Dans ce qui est sorti, donc en doublage, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver mon comédien qui s'appelle Noah Centineo, que j'avais doublé sur des comédies Netflix comme À tous les garçons que j'ai aimés, des choses comme ça, que j'ai eu la chance de retrouver et de redoubler à nouveau dans le dernier film de DC Comics qui est Black Adam, voilà. Donc où il joue le rôle d'Atom Smasher. Voilà, donc je suis très très heureux parce que c'est rare de pouvoir doubler sur des films au cinéma souvent, donc et en plus de suivre un comédien aussi longtemps, donc voilà, je suis très heureux d'être sa voix française dans le film. Il y a une série aussi espagnole qui s'appelle Sagrada Familia, dans laquelle je double le comédien que j'avais doublé dans Elite, pour ceux qui connaissent un peu la série Elite, qui s'appelle Polo. Voilà, donc là à nouveau je retrouve ce comédien, donc là aussi je suis très content. C'est toujours chouette quand on te rappelle pour un comédien que t'as déjà doublé, parce que voilà quoi, du coup tu suis un peu le gars, et puis même je trouve que pour les fans qui sont habitués à une voix, c'est con de leur changer. Mais malheureusement très souvent les gens font passer des essais, ou si un directeur artistique ne te connaît pas, il te mettra pas forcément sur un rôle important, voilà, sans te connaître, et donc des fois tu peux perdre des rôles comme ça, donc voilà, c'est pour ça que je le précise, c'est chouette. Dans les animes, je suis un peu dans tous les animes qu'il y a un peu partout. Ouais, c'est clair. Je pense que vous pouvez m'entendre. Il y a toujours Fairy Tail est toujours sur Netflix, il y a toujours les classiques, Food Wars, donc JoJo's, et puis il y en a tellement, l'Attaque des Titans, sur Berthold. Sur Berthold, voilà, j'ai un petit passage de ma voix un peu pratiquement partout, ou dans IQ aussi sur Crunchyroll, voilà, je suis super content d'être sur IQ. Voilà, donc ça c'est un peu pour le doublage, c'est ce à quoi je pense pour l'instant. Au théâtre, on a une pièce qui s'appelle La Raclette, voilà, qui est une comédie. Qu'on a joué pendant 1 an à Paris, et là on va faire quelques petites tournées, donc on va être à Grenoble début décembre, et on sera à Bayonne pour le jour de l'an, donc pour la semaine et pour le jour de l'an, voilà. Donc s'il y a des gens qui sont à Bayonne et qui veulent venir nous voir dans La Raclette, n'hésitez pas, de toute façon j'aurai toutes les infos sur mes réseaux, et puis ensuite on fera une tournée en Suisse en janvier et février de la même pièce. Voilà pour mon actu. Eh ben écoute, j'espère que certaines personnes qui nous écoutent auront la chance de pouvoir venir te voir au théâtre dans un milieu différent que le doublage finalement. Oui, ce qui est bien, c'est que ça les permet de me voir dans un autre exercice. Déjà de voir que je ne suis pas qu'une voix et que j'ai aussi un corps, voilà. Ouais, je comprends ce que phrase tu veux ridicule. dire, Voilà. Mais oui, tout à fait. En tout cas, merci pour ta réponse. Hâte de te voir dans le futur dans des séries ou des animés. Avec plaisir. Et c'est avec ces mots que nous allons finir cette interview RP Doublage. En tout cas Arnaud, j'espère que de ton côté, voilà, cette petite discussion t'a plu. Oui, c'était très chouette, et merci beaucoup de m'y avoir invité. C'est chouette de pouvoir parler un peu d'autre chose que Fairy Tail, et en plus j'ai beaucoup aimé ce rôle, donc merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, je suis très très content d'avoir pu t'accueillir ici. Pour nos spectateurs, vous pouvez toujours retrouver d'autres interviews de comédiens comme Yannick Blivet ou Julien Portugais, qui sont respectivement les VF de Kakyoin et Guy dans Jojo, sur la playlist RP Doublage. Et encore grazie mille à toi Arnaud, et oui je le dis en italien, j'adore cette petite expression. En tout cas c'était Red Plus, accompagné d'Arnaud Laurent. Arrivederci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était chouette, hein? Et... attendez, vous avez entendu ça? Ah, mon téléphone sonne. Allô, boss? Ouais? On doit déjà en finir? Ils en savent un peu trop? Ok. Bon, je suis désolé, on va devoir en rester là pour le moment. Sinon, qui sait ce qui peut arriver? Arrivederci!